Oui, Laurent Chapoulot, associé chez Ernst & Young depuis 1993, un parcours assez classique qui commence par Paris, passe par les États-Unis, continue par Lyon et aboutit à Bordeaux. Au bout de maintenant presque une vingtaine d'années chez Ernst & Young, dans la partie que l'on qualifie d'assurance, à savoir la partie chiffres. Donc tout ce qui est audit et transactions. Et Ernst & Young, ça fait quoi en gros Ernst & Young est un cabinet d'audit, de droit et de conseil qui emploie à peu près 140 000 personnes dans le monde, un peu moins de 5 000 en France, et dont les métiers de base autour du droit, du chiffre et du conseil ont vocation à servir avant tout les entrepreneurs. Bon, déjà, il y a la dimension personnelle qui est parfois strictement différente de ce que tu viens d'évoquer, à savoir nos vies sont émaillées de réussites, d'échecs, d'amertume, de moments difficiles face auxquels il faut réagir. Ensuite, il y a évidemment la carrière professionnelle, et la carrière professionnelle, elle est teintée de davantage, non pas de réussite, mais de linéarité. Je crois qu'on va parler en ce sens d'une carrière chez Ernst & Young, à savoir un investissement, à savoir beaucoup de dons de temps, de sa personne, de son esprit. La contrepartie, c'est une certaine linéarité de carrière et l'échec tel qu'on va en parler de l'entrepreneur n'est effectivement pas au cœur de nos carrières professionnelles. Pour autant, l'entrepreneur étant notre quotidien, les rencontres avec l'entrepreneur, avec l'entreprise étant notre quotidien, il est évident que les discussions sont des discussions de plaisir, de succès, de croissance, d'opportunités, mais sont aussi des discussions de problématiques, de contrôle, de plans de restructuration, des problématiques de fermeture, des problématiques de réorganisation, de restructuration. Donc en fait, dans la vie de l'entreprise et dans la vie d'Ernst & Young, les points de rencontre sont nombreux, dans les meilleurs moments et dans les moins bons moments. Tu as vu des clients qui ont déposé le bilan, qui ont fait faillite? Nous avons malheureusement beaucoup de clients qui ont rencontré des périodes excessivement difficiles. Un de mes clients était la plus grosse faillite de l'année 2008 en France. Donc on vit au quotidien et c'est vrai qu'il sera intéressant peut-être d'en parler, mais une succession de temps qui sont complètement inconnus pour la personne qui va regarder le plan, mais qui sont une succession de confiance, de perte de confiance, de regain de confiance, de reperte de confiance, pour in fine, dans les moments de faillite, arriver à une issue qui est dommageable. Mais tout ça, à l'inverse de la carrière chez Ernst & Young, est beaucoup moins linéaire et montre des moments où l'actionnaire ou le dirigeant y croit face à une situation non anticipée généralement, perte d'un client, changement du modèle économique, problématique technique, qualité ou autre. Face à ce problème, on se bat, on y croit, on y va. Quelque temps après, il y a toujours une phase un petit peu plus trouble de perte de confiance parce qu'un élément exogène est venu perturber le raisonnement. Puis de nouveau, on se rebat. Et puis, in fine, malheureusement, quelque chose qui, 6 mois avant, 8 mois avant, 1 an avant, on peut dire, mais c'était évident. Et en fait, pendant ces 8 mois, les entrepreneurs se sont battus pour maintenir l'activité. Moi, je vais avoir le prisme un petit peu du financier, à savoir l'erreur, pour moi, peut comporter un élément volontaire ou involontaire, mais déjà dans l'erreur, il y a la composante volontaire qu'on ne va pas retrouver dans l'échec. Et ensuite, dans la composante involontaire de l'erreur, il y a pour moi une notion de jugement, quelque chose d'un peu mécanique et qu'on ne va pas retrouver dans l'échec. Pour moi, l'erreur implique davantage le jugement, la décision, en considérant que tout ça participe de l'acte involontaire, de la personne qui est impliquée. L'échec interpelle davantage des éléments extérieurs, des parties prenantes à l'entreprise elle-même. Donc voilà, dans l'erreur, on est véritablement sur un élément qui peut être d'ailleurs un micro-élément, mais un élément de nos décisions, de nos prises de décision. Nos prises de décision individuellement prises, peuvent être soit couronnées de succès, soit une erreur. On s'est trompé. Alors que l'échec est pour moi quelque chose de beaucoup plus global. Et c'est quelque chose dans lequel on n'a pas forcément la main. C'est dans lequel, autant on peut faire l'erreur de se positionner sur un marché, autant l'échec, ça peut être l'effondrement d'un marché. Donc on est sur quelque chose où finalement notre capacité à interagir me semble plus faible que dans une erreur, ou dans notre capacité à agir. Et l'échec, finalement, peut être la résultante d'une multitude de facteurs dans lesquels notre propre décision, notre propre input est limité.
Moi, je suis absolument pas à même de répondre de manière qualitative à ce genre de questions. Pour autant, dans nos cursus universitaires, on ne nous parle jamais de l'échec. Tous nos cas d'école, toutes les orientations qui nous sont données, et je parle universitaire, même à l'école, on nous parle que de réussite, on nous parle que de victoire, on nous parle que des moments où le drapeau ou la bannière a été porté avec flamboyance. On est dans une culture où justement l'échec, qui commence par le redoublement, qui poursuit par les matières qu'on nous enseigne et par le système un peu élitiste français, l'échec n'existe pas ou ne doit pas exister. Les parents ne veulent pas que leurs enfants redoublent, ne veulent pas que leurs enfants échouent, ne veulent pas que leurs enfants soient orientés. Alors c'est peut-être une vision un petit peu idéaliste et peut-être ciblée sur certaines personnes, mais il n'en reste pas moins que l'échec n'est pas au cœur de notre culture. Donc s'il ne l'est pas pendant les 25 premières années de nos vies, je ne vois pas comment il pourrait l'être dans les 25 années qui suivent. Et pourtant on a le sentiment que cette compréhension, ce regard est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer parce que je crois que la société n'a pas le choix et on se rend bien compte que 60 000 faillites par an, ce ne sont pas 60 000 manipulateurs, 60 000 fraudeurs, 60 000 voyous, 60 000 personnes qui à un moment ont fait le choix délibéré d'échouer. On se rend bien compte qu'il y a des éléments exogènes qui viennent à un moment entraîner la chute d'une personne. Moi j'ai en tête, alors c'était peut-être pas forcément une de mes références quand j'étais plus jeune, mais Jean-Marie Messier, lorsqu'il a quitté Vivendi pour monter sa boutique de fusion-acquisition aux États-Unis, a eu un de ses premiers gros clients, il le dit lui-même de manière surprenante, qui est venu le voir, il lui a dit « Mais pourquoi vous venez me voir? Je suis marqué au fer rouge de l'épisode Vivendi. » Et il a répondu « Mais tout simplement parce que vous avez eu cet échec, et cet échec fera en sorte que vous soyez vigilant à ne pas en avoir de nouveau. » Et donc c'est certain que la culture, alors sans vouloir pour autant la porter au pinacle, mais la culture anglo-saxonne va privilégier l'échec comme source d'expérience, d'expertise, et au contraire, qui permet à la personne de grandir et d'être plus à l'aise pour affronter de nouveaux environnements. Nous, on est plus dans un environnement où on banalise les choses, où on les édulcore un petit peu, et résultat des courses, l'échec n'est pas dans nos mots, et chacun le vit un petit peu, mais au-delà même des aspects professionnels, c'est l'échec dans tout ce qui nous entoure dans nos vies. C'est jamais quelque chose qui... Et après, il va y avoir le regard beaucoup plus technique, le regard des banquiers, le regard des clients, le regard des fournisseurs, et avoir une faillite quelque part, et indépendamment de toute considération judiciaire, mais avoir une faillite pour laquelle aucune interdiction de gestion n'est décidée à la suite, vous marque au fer rouge de la même manière qu'une faillite avec une interdiction de gestion suite à des actes anormaux ou suite à des abus de biens sociaux. Donc on est quand même dans une configuration où cet échec n'est non seulement pas toléré, mais en plus, il est pas toléré par l'individu, mais il n'est pas toléré par l'environnement du tout. Et comment on peut faire évoluer ça? Je crois que la démarche de l'association y participe totalement. En parler, expliquer, il y a un grand travail de pédagogie, c'est-à-dire que les raisons de l'échec ne sont pas des raisons qui sont liées à un comportement anormal, un comportement frauduleux, un comportement excessif de la part des entrepreneurs, mais parfois à des choses... Alors, des points qui n'ont pas été anticipés, pas correctement traités probablement. Il y a une part de responsabilité également chez l'entrepreneur, mais elle est le plus souvent, en tout cas dans les cas de faillite que j'ai eu à accompagner, elle est le plus souvent minime au regard des bouleversements économiques qui ont accompagné ou engendré ces faillites. Je pense qu'il y a déjà une grande part d'amertume, une grande part d'aigreur, une grande part d'injustice qui est vécue. Et même si tout de suite, dans leur esprit, ils se repositionnent sur autre chose, ils ont besoin, je pense, de gens autour d'eux pour canaliser un petit peu, pour structurer, pour leur donner parfois un peu plus de méthode, pour leur donner un peu plus de pragmatisme, un peu plus de culture sectorielle, pour les informer davantage et prendre ce temps de recul. Et je pense que c'est peut-être aussi ce qui manquait, à savoir un maillon dans la chaîne. J'échoue, mais je crois en moi, je crois dans mes capacités de rebond, donc je repars, mais... En même temps, c'est bien d'avoir des gens, parce que le temps d'un entrepreneur est un temps très rapide, les choses s'enchaînent très rapidement, c'est bien d'avoir finalement, au travers de cet échec, alors je pense que la grande majorité est à même de l'entendre, des gens qui sont là pour leur rappeler, ok, mais il y a une méthodologie, alors elle peut être technique, financière, juridique, mais il y a aussi une méthodologie sur soi-même, et je pense que les coachs qui nous accompagnent, et Cécile en particulier, sont de nature également à amener une certaine prise de recul par rapport à leur attitude, par rapport à l'investissement. Et donc je crois qu'il a les 2 tiers du travail en lui-même, dans l'énergie, dans la prise de risque, la volonté de progresser, de créer quelque chose. Et le tiers lui viendra malheureusement suite à son échec de gens comme nous qui vont pouvoir lui dire « Ok, c'est
peut-être le moment de faire une petite pause, d'apporter de la méthodologie là où il y en avait moins, là où il y avait plus de spontanéité, plus d'intuition, d'apporter peut-être une réflexion sur soi-même, canaliser son énergie là sur un plan beaucoup plus psychologique, et puis toutes les questions qui vont aller peut-être sur le management en interne, le management des parties prenantes, des banquiers, des clients, des fournisseurs, comment les appréhender, comment discuter. Donc je pense que ce premier échec peut leur amener, parce que des associations comme les nôtres sont également présentes, à prendre conscience qu'un accompagnement méthodologique, quel qu'en soit le domaine, est important pour reconstruire quelque chose avec des fondations saines. Alors je crois déjà en lui montrant qu'il n'est pas seul, que son parcours est nécessaire au développement de nos économies et que tout ce qu'il a fait jusque-là a participé d'une dynamique positive pour la société. Donc c'est déjà lui dire merci pour ce qu'il a fait. La deuxième chose, c'est de lui dire mais on a encore besoin de vous. On a encore besoin de tempéraments comme les vôtres pour demain continuer à créer de la valeur, de la richesse, de l'emploi, puisque, vulgairement résumé, c'est in fine ce qui assure le financement de notre protection sociale. Donc on a besoin de ces gens-là. Donc une fois qu'on leur a dit merci, c'est de leur dire « retournez-y, on a besoin de vous ». Et pour y retourner, on sera là pour vous aider ou on sera là pour prendre nous également des risques à vos côtés. Moi je crois que les entrepreneurs ont l'indépendance chevillée au corps et qu'un échec, si on arrive à adoucir l'environnement et le regard de l'environnement, un échec n'est qu'une péripétie de parcours. Et à compter du moment, le profil de l'entrepreneur est un profil qui est un profil un peu hors du commun, au sens où ce sont des gens qui sont capables de se sortir de l'ordinaire, d'accepter un certain inconfort pour que les choses aillent mieux demain, pour que leur environnement soit meilleur et surtout pour qu'eux-mêmes puissent y trouver des leviers de reconnaissance, des leviers de satisfaction. Donc ce tempérament un peu hors norme fait que de lui-même, il se régénérera, même après des périodes très dures de reconstruction, il se régénérera et repartira dans une volonté de conquête, d'indépendance, d'autonomie, de création, de richesse et d'énergie. Je crois que chaque entrepreneur, à un moment, ne songe pas à ce qu'il sera demain. Ils ont une idée, une volonté, une énergie, et ils se jettent à l'eau. Le monde de nos jours rend de plus en plus complexe le fait de se jeter à l'eau. On n'a pas d'assurance, pas de garantie. Où va-t-on? L'environnement est toujours un peu plus frileux. Est-ce que tu es sûr que... Et pour autant, on a besoin... donc je pense qu'il y a déjà un petit grain de folie. Ça, c'est difficilement explicable ou pas. Certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Mais ce grain de folie, il est nécessaire. Et donc, il faut toujours avoir la conviction que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Il faut toujours avoir la conviction, dans un monde où le quotidien nous ramène à des considérations qui sont somme toute très négatives. Il faut avoir la conviction que l'on peut interférer sur ce monde, que l'on peut contribuer, non pas à créer de la richesse, parce que je n'ai pas vu un seul entrepreneur qui ait créé son entreprise dans l'espoir d'être riche. Je n'ai vu que des entrepreneurs qui ont créé leur entreprise, et même sur un plan familial, dans l'espoir de faire quelque chose, avec un petit grain de folie, une volonté d'indépendance, une volonté... Donc je crois que le conseil, c'est de dire, il faut déjà, parmi ceux qui veulent se lancer, avoir ce grain de folie. Si on fait un peu de l'entrepreneuriat contre nature, ça risque d'être très compliqué. La deuxième chose, et c'est peut-être ce qu'il manque souvent à des jeunes entrepreneurs, c'est ne pas... Au nom de cette spontanéité, de ce grain de folie, ne pas s'échapper de la contrainte méthodologique. Il faut, qu'on soit sur un plan juridique, qu'on soit sur un plan financier, évidemment sur un plan économique, il faut une méthodologie. Il faut une rigueur dans l'approche de son secteur d'activité, dans l'approche de ses concurrents, dans l'approche de ses partenariats juridiques, financiers. Il faut beaucoup de rigueur. Et je pense que le grain de folie joint à cette volonté d'établir la méthodologie sont les garants d'une entreprise qui démarre sous de bonnes bases.